Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans le passé lointain du Maghreb pour explorer une culture au nom assez évocateur, l'ibéro-maurusien. Ah oui, ibéro-maurusien, ça sonne tout de suite Espagne, Afrique du Nord, un lien évident on pourrait croire. Exactement, ça suggère un pont. Mais comme on va le découvrir ensemble, la réalité de cette civilisation du Paléolithique supérieur est bien plus nuancée et même pleine de surprises. Tout à fait. L'objectif ici, c'est vraiment d'aller voir ce qu'était cet ibéro-maurusien. On va regarder son apparition, comment il s'est développé dans le temps et l'espace, les outils, les techniques qui le caractérisent. Ces aspects sociaux aussi, les rituels, ce qu'on a pu en retrouver. Oui, et surtout comment les découvertes très récentes, notamment la génétique, nous forcent à repenser pas mal d'idées qu'on avait. Alors, pour cette exploration, on s'appuie sur différentes sources, hein. Des articles de recherche assez pointus, des notes de conférences, comme celle d'Abdeljalil Bouzougar au Collège de France, des transcriptions aussi. Voilà. L'idée, c'est d'extraire un peu la substance de tout ça pour brosser un portrait, disons, actualisé de cette période clé de l'histoire nord-africaine. Et on va pas mal parler du Maroc parce que c'est là qu'il y a eu beaucoup, beaucoup de découvertes. Parfait. Alors, commençons par le commencement. Situé libéro-maurusien, c'est quoi en quelques mots? C'est une culture archéologique, donc définie par ses outils, ses traces matérielles, qui émergent en Afrique du Nord à la fin du Paléolithique supérieur, ce que les anglo-saxons appellent le Late Stone Age. Et on l'a daté classiquement à partir de quand? Longtemps, on a dit que ça commençait au Maroc, vers 21 000 ans avant le présent. C'était la date un peu de référence. D'accord. Et ce nom alors, ibéro-maurusien, qui l'a inventé et pourquoi? Ça me semble important pour comprendre les premières idées sur cette culture. Oui, c'est central. C'est un préhistorien français, Paillargue, au début du XXe siècle. En fait, il a remarqué que certains outils en pierre taillée trouvés en Andalousie ressemblaient vraiment beaucoup à ce qu'on découvrait au Maroc. Quel genre d'outils? Surtout des petites lames très fines, des lamelles, des microlithes, des choses assez spécifiques. Du coup, il s'est dit, c'est la même culture des deux côtés du détroit de Gibraltar. Logique, vu la proximité. Voilà. Donc, Ibéro pour l'Espagne, la péninsule ibérique, et Maurusien pour la Maurétanie tingitane, l'ancienne province romaine qui couvrait en gros le Maroc actuel et une partie de l'Algérie. C'était une hypothèse assez séduisante quand on pense que le détroit fait à peine 12-14 km de large à l'endroit le plus étroit. Exactement. Mais, et c'est crucial de le dire tout de suite, cette idée de lien direct, d'une culture commune traversant le détroit. Elle ne tient plus aujourd'hui. Plus du tout. C'est un des points clés. Malgré ce nom historique et la géographie, la recherche actuelle, surtout la génétique, dont on reparlera, a montré que c'était deux mondes assez séparés. Ah d'accord, donc le nom est un peu un faux ami finalement. C'est un peu ça, oui. On l'a gardé par convention, par habitude historique, mais il est trompeur sur les origines réelles. Faut vraiment l'avoir en tête. Très clair. Parlons justement de la chronologie. Vous disiez 21 000 ans classiquement, mais ça a bougé, non? Grâce à un site en particulier, au Maroc, oui, énormément. Le site de Taforalt, dans l'Est marocain, a été une mine d'or pour les datations. Grâce aux nombreuses datations radiocarbone faites là-bas, et sur d'autres sites aussi, on a pu repousser l'âge de l'ibéro-maurusien. On remonte à quand alors? Maintenant, on place ses débuts plutôt entre 22 000 et 23 500 ans avant notre ère. C'est quand même plus ancien. Et il y a même des travaux encore plus récents, pas encore publiés au moment où Bouzougar en parlait, qui semblent confirmer cette grande ancienneté. Et cette nouvelle date plus vieille, qu'est-ce que ça change dans notre compréhension? Ça comble un vide qu'on imaginait avant? C'est une conséquence très importante, oui. On a longtemps cru qu'il y avait un hiatus chronologique. Un hiatus, c'est-à-dire? Un vide, une sorte de rupture dans l'occupation humaine entre la culture précédente, l'Attérien, celui avec les outils à pédoncule. Ah oui, les pointes attériennes. Voilà. Donc, on pensait qu'il y avait un trou entre la fin de l'Attérien et le début de l'ibéro-maurusien. Or, les nouvelles dates, au Maroc, mais aussi en Algérie, montrent que ce vide, il se réduit beaucoup, voire il disparaît à certains endroits. La transition a dû être plus complexe, peut-être plus progressive. D'ailleurs, vous parlez d'une période de transition un peu charnière entre 27 000 et 24 000 ans, c'est ça? Qu'est-ce qui s'y passe? C'est une phase de bascule, oui. On voit des changements techniques assez nets. Alors, pourquoi? Deux grandes idées. Soit une adaptation à un changement climatique important à ce moment-là. Soit l'arrivée de nouvelles populations? Exactement. C'est l'hypothèse qui semble gagner du terrain. L'arrivée de nouveaux groupes humains, avec leur propre savoir-faire, leurs propres traditions.
Et c'est justement pendant cette période qu'on voit apparaître des outils un peu particuliers, comme de longs pics assez costauds. On y reviendra peut-être. D'accord. Et une fois que l'apéro maurysien est en place, il dure longtemps, hein? Ah oui, il s'installe pour un bon moment. On le suit pendant des milliers d'années, au moins jusqu'à 10 000 ans, voire 9 000 ans avant notre ère. Ça couvre donc toute la fin du Paléolithique supérieur, et ça s'arrête juste avant l'Holocène, cette nouvelle période géologique dans laquelle on est encore. Juste avant le Capsien et le Néolithique, donc. C'est ça, juste avant que d'autres cultures émergent, comme le Capsien, qu'on trouve surtout plus à l'est, et puis les tout débuts du Néolithique avec l'agriculture. Mais alors, le truc vraiment étonnant avec ces nouvelles dates plus anciennes, c'est que ça change complètement l'idée qu'on avait de la façon dont l'ibéro-mauricien s'est répandu, non? Le sens de la diffusion. Complètement. C'est un vrai renversement de perspective. Le modèle qu'on avait en tête, c'était une diffusion depuis l'est du Maghreb, peut-être même depuis l'Égypte ou la Libye vers l'ouest. Et maintenant? Et maintenant, avec les sites les plus anciens connus qui sont à l'ouest, au Maroc, dans l'ouest de l'Algérie, le mouvement semble plutôt s'être fait d'ouest en est, ou en tout cas, l'ouest apparaît comme un foyer d'origine ou de développement très précoce et majeur. C'est fou comme une datation peut redessiner toute une carte des migrations préhistoriques. Et géographiquement, où est-ce qu'on trouve ces ibéro-mauriciens? Surtout le Maghreb, sur une bonne partie, oui, Maroc, Algérie, et un peu en Tunisie, mais de façon plus limitée. Ce qui est frappant, c'est leur préférence très nette pour le littoral, ou les zones pas trop éloignées de la côte. Ah oui, Différent de l'Attérien alors. assez différent, oui. L'attérien, on le trouvait aussi bien sur la côte que loin à l'intérieur des terres. Même dans des zones aujourd'hui désertiques. Les ibéro-mauriciens, eux, semblent vraiment avoir été attirés par la bande côtière. Pourquoi? Plus de ressources? Un climat plus clément? C'est une question intéressante. Et le fait qu'il y en ait peu en Tunisie, vous disiez que c'était important. Très important, oui. Cette rareté à l'est contraste fort avec la densité des sites plus à l'ouest. Ça pourrait être lié à l'environnement, bien sûr, mais ça préfigure sans doute aussi une divergence culturelle qui va s'accentuer plus tard. Comment ça? C'est justement dans cette zone Tunisie-est de l'Algérie que va se développer après l'ibéro-maurisien une autre culture très importante, le capsien. Comme si l'ibéro-maurisien n'avait pas vraiment pris là-bas, laissant la place à autre chose. D'accord, je vois. Pour que ce soit plus concret, quels sont les grands sites au Maroc qui nous ont appris tout ça? Alors le site incontournable, la star si on veut, c'est la grotte de Taforalt. On l'appelle aussi la grotte des pigeons. Situés où exactement? Dans l'est du Maroc, dans les montagnes des Bénisnassen, à environ 720 mètres d'altitude. C'est une cavité immense, profonde de 30 ou 40 mètres. Elle a servi d'habitat, bien sûr, mais surtout, et c'est exceptionnel, de lieu de sépulture pendant des millénaires. Une nécropole. Pour une période aussi ancienne, c'est assez rare, non? Extrêmement rare et précieuse. Les fouilles, commencées dans les années 50 par Jean Roche, puis reprises plus récemment par des équipes maroco-britanniques notamment, ont mis au jour une nécropole incroyable. On parle de combien de personnes enterrées là? Les premières estimations, c'était déjà au moins 180 individus, retrouvés dans une trentaine de sépultures. Et les recherches plus récentes ont encore ajouté une vingtaine de sépultures. C'est une des plus grandes nécropoles connues pour cette époque dans le monde. Impressionnant, ça doit être une source d'infos énorme sur eux. Une source phénoménale sur leur rite funéraire, leur état de santé, leur morphologie et maintenant même leur ADN. Bien sûr, il y a d'autres sites importants comme Ifri, Namar ou Moussa au Maroc ou Rar el Barouf en Algérie occidentale qui montrent des choses similaires, notamment au niveau des outils. Justement, parlons de technique. C'était quoi leurs outils typiques? Qu'est-ce qui fait qu'on dit ça, c'est de l'ibéro-maurosien? La signature technique numéro 1, c'est le débitage de lames et surtout de lamelles, des petits éclats allongés, très standardisés, qu'ils obtenaient à partir de blocs de silex, les nucléus, qu'ils préparaient soigneusement. Et ils faisaient quoi avec ces lamelles? La grande majorité était transformée en lamelles à bord abattues, c'est-à-dire qu'ils émoussaient volontairement un des bords tranchants par de petites retouches. Pourquoi? Sans doute pour pouvoir les coller ou les fixer plus facilement dans un manche, en bois ou en os, pour faire des outils composites, un peu comme les lames d'un couteau suisse moderne si on veut. Ingénieux? Et il n'y avait que ça? Non, on trouve aussi des microlithes géométriques. Ce sont de tout petits outils en forme de triangle, de demi-cercle, qui devaient servir de pointe ou de barbelure pour des flèches ou des saguets. Et puis, il y a aussi tout un outillage en os, des poinçons pour travailler les peaux, des aiguilles avec un chat pour la couture. Donc une panoplie assez complète.
Et cette production de lamelles en série, c'est un vrai saut technologique par rapport à l'attérien d'avant. Oui, c'est un changement assez net. On passe d'outils souvent plus grands et massifs, comme les pointes attériennes, à une production très focalisée sur ces petits éléments standardisés. Ça demande une autre façon de penser la taille de la pierre. C'est-à-dire? C'est assez sophistiqué comme approche. Et ces fameux pics dont vous parliez de la période de transition vers 27 000, 24 000 ans, ils racontent quoi, eux? Ils sont intéressants parce qu'ils sont un peu différents du reste. Ce sont de grands outils pointus, souvent plus de 10 centimètres, assez épais, robustes. Et ce qui est frappant, c'est qu'ils ont presque toujours une base amincie, une sorte de pédoncule. Ça signe clairement un emmanchement. Ils étaient fixés sur un manche. Et à quoi ils pouvaient servir? On n'est pas sûr à 100%. Peut-être pour travailler le bois, abattre des arbustes, ou alors pour creuser le sol, pour déterrer des racines, des tubercules comestibles. Leur apparition suggère en tout cas l'émergence de nouvelles activités, peut-être liées à de nouveaux besoins économiques ou sociaux. C'est un indice d'un changement en cours. C'est vrai que quand on vous écoute, on voit bien qu'on n'est plus juste en train de décrire des cailloux taillés. On commence à entrevoir une société avec ses habitudes, ses croyances. Les tombes de Taforalt, c'est un exemple frappant de ça. Ah oui, les pratiques funéraires de Taforal nous ouvrent une fenêtre incroyable sur leur monde symbolique. Par exemple, l'utilisation très fréquente d'ocre rouge. On en trouve sur les os, dans la terre qui remplit les tombes. Ça avait clairement une signification. Et il y avait aussi cette histoire de traitement différent selon l'âge, non? Exactement. C'est un détail assez émouvant, je trouve. Les tombes d'adultes, qui étaient souvent marquées en surface par de gros blocs de pierre, ont parfois été un peu bousculées, perturbées quand ils réutilisaient l'espace de la grotte pour d'autres enterrements. Mais les sépultures d'enfants, qui étaient parfois placées juste en dessous de ces blocs marqueurs, elles, semblent avoir été systématiquement protégées. On les retrouve intactes. Comme s'il y avait une volonté de préserver les plus jeunes défunts. C'est une interprétation possible, oui. Ça suggère une attention particulière, peut-être un statut différent accordé aux enfants dans la mort. C'est une petite lueur sur leur système de valeurs. Et il y a aussi cette pratique assez particulière de l'avulsion dentaire. Qu'est-ce que c'est exactement? Oui, c'est quelque chose qu'on voit sur beaucoup de squelettes adultes, à Taforalp, mais aussi sur d'autres sites ibéro-mauriciens. Il manque systématiquement une ou plusieurs dents, le plus souvent les incisives centrales du haut. Tombé à cause de maladies? Non, parce que quand on regarde l'os de la mâchoire, l'alvéole, où était la dent, est parfaitement cicatrisé. Ça veut dire que la dent a été enlevée volontairement du vivant de la personne et bien longtemps avant sa mort. Une extraction volontaire? Mais pourquoi? C'est la grande question. On pense que c'était une pratique culturelle, peut-être un rite de passage à l'adolescence ou à l'âge adulte, une marque d'appartenance au groupe. Le sens précis nous échappe, mais c'était clairement quelque chose d'important pour eux, une sorte de modification corporelle codifiée. Fascinant. Et dans leur relation avec le monde animal, il y avait un animal qui sortait du lot apparemment. Le mouflon. Oui, le mouflon à manchette, cette espèce de grand mouton sauvage typique des montagnes d'Afrique du Nord, bien sûr, ils le chassaient beaucoup, c'était une source de viande importante. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on retrouve aussi ces cornes, et parfois même des crânes entiers de mouflons, déposés intentionnellement dans les tombes à côté des défunts humains. Donc plus qu'un simple gibier. Probablement, oui. Ça suggère que le mouflon avait aussi une valeur symbolique forte, peut-être liée à la force, à la nature sauvage ou à des croyances spécifiques. Une relation qui dépasse la simple prédation. Et puis il y a cette découverte incroyable, presque de la science-fiction pour l'époque, la trépanation de Taforalt. Ah oui, ça fait grand bruit. Un des crânes trouvés à Taforalt présente un trou circulaire très net, qui a été interprété par les spécialistes comme une trépanation, c'est-à-dire une opération chirurgicale qui consistait à ouvrir la boîte crânienne. Une opération du cerveau en quelque sorte. Il y a 15 000 ans? Les datations qui ont été refaites placent cet individu entre 13 000 et 15 000 ans avant aujourd'hui. Et oui, c'est une intervention sur le crâne, ce qui en fait l'un des plus anciens cas de trépanation réussis connus dans le monde. Réussi. Vous voulez dire que la personne a survécu? C'est ça qui est extraordinaire. Quand on examine les bords du trou dans l'os, on voit très clairement des signes de repousse osseuse, de cicatrisation. Ça veut dire que l'individu a vécu assez longtemps après l'opération pour que son os commence à se réparer. Incroyable. Ça suppose des connaissances anatomiques, une maîtrise technique. Absolument. Savoir où et comment percer sans tuer le patient, gérer l'infection, c'est la preuve de savoir-faire médicaux vraiment étonnant pour le paléolithique supérieur. Ça change l'image qu'on peut avoir de ces sociétés. Passons à table, si on peut dire. On sait qu'ils chassaient le mouflon, mais il y a eu aussi une évolution majeure dans leur alimentation. Presque une révolution, non? Oui, la chasse restait là, bien sûr, mais on voit deux choses nouvelles et très importantes apparaître dans leur régime. D'abord, ils se sont mis
à manger énormément d'escargots terrestres. On trouve des couches archéologiques qui sont de véritables tas de coquilles. Des escargotières, comme on dit parfois. C'est un peu ça, oui. Et l'autre point, peut-être encore plus significatif, c'est qu'ils ont commencé à collecter et consommer beaucoup plus de végétaux. Et pas n'importe lesquels. Qu'est-ce qu'ils mangeaient comme plantes? Les analyses fines des restes botaniques et des résidus sur les outils ont montré la présence de légumineuses sauvages, un peu comme des lentilles, des baies, comme le sureau, et surtout, une consommation massive de glands de chêne. Des glands? Oh, mais ça se mange, ça? C'est pas amer? C'est là que ça devient intéressant. La plupart des glands sont effectivement amers et difficiles à digérer crus à cause des tanins qu'ils contiennent. Donc pour pouvoir les consommer en grande quantité, il fallait très probablement les traiter. Les préparer? Comment? On imagine qu'ils devaient les piler, peut-être les faire tremper longuement dans l'eau pour enlever l'amertume, et sans doute les cuire, peut-être sous forme de bouillie ou de galette. En tout cas, un processus qui les rendait comestibles et nutritifs, parce que les glands, une fois traités, c'est très riche en énergie, notamment en glucides, en hydrates de carbone. Et cette exploitation intense des glands et des escargots, ça a dû changer leur façon de vivre, hein. Forcément, collecter des tonnes de glands ou d'escargots, ça demande de l'organisation, de la planification. Ça suppose aussi qu'ils avaient des moyens de les stocker, peut-être pour les périodes plus difficiles. Et pour la collecte elle-même, il fallait sans doute des paniers, des sacs. On imagine bien le développement de la vannerie ou d'autres types de containants. C'est presque une pré-agriculture dans l'esprit. On peut voir ça comme une forme d'intensification de l'exploitation des ressources sauvages. Ce n'est pas de l'agriculture, ils ne sèment pas, mais ils gèrent des ressources abondantes de manière plus systématique, plus organisée. Ça préfigure un peu ce qui se passera plus tard avec le néolithique, oui. Mais alors, ce changement de régime, avec beaucoup de glucides issus des glands et probablement cuits, ça a eu un effet assez inattendu sur leurs dents, non? C'est une des grosses surprises quand on a étudié les squelettes de Taforalt. Ces chasseurs-cueilleurs ont un taux de carie dentaire incroyablement élevé. Plus que les chasseurs-cueilleurs habituels. Beaucoup plus. Un taux comparable, voire parfois supérieur à celui qu'on trouve chez les toutes premières populations d'agriculteurs du néolithique. Mais c'est fou. D'habitude, on dit que les caries explosent avec l'agriculture à cause des céréales. Exactement. On lit ça aux céréales domestiques qui sont riches en sucre et qui, une fois cuites, deviennent un peu collantes et favorisent l'attaque des bactéries sur l'émail des dents. Et donc là, bien avant l'agriculture, ce sont les glands traités et cuits qui auraient fait le même effet. C'est l'hypothèse de plus solide. Pour avoir autant de caries, il faut non seulement beaucoup de glucides dans l'alimentation, mais aussi que ces aliments aient une certaine texture, peut-être un peu pâteuse ou collante après la préparation et la cuisson, qui les fait adhérer aux dents. C'est une conséquence directe, et un peu ironique, de leur adaptation alimentaire réussie. On arrive maintenant à la question qui brûle les lèvres. D'où venaient ces gens? Quelles étaient leurs origines, leurs connexions? La génétique a parlé. Et pas qu'un peu. On a déjà dit adieu au lien direct avec l'Espagne. Oui, la génétique ancienne, l'étude de l'ADN extrait des squelettes de Taforalt, daté d'environ 15 000 ans, a été très claire là-dessus. Il n'y a pratiquement aucune parenté génétique directe avec les populations qui vivaient au même moment de l'autre côté du détroit de Gibraltar ou même en Sicile. Donc la Méditerranée était une vraie barrière à ce moment-là? En tout cas, au niveau du détroit de Gibraltar et du canal de Sicile, le flux de gènes semble avoir été quasi inexistant. C'était vraiment deux mondes génétiquement distincts, l'Europe du Sud et l'Afrique du Nord. Alors si ce n'est pas l'Europe, d'où venait-il? Les résultats ont été assez déstabilisants, non? Très surprenant, oui. L'analyse de leur génome a révélé deux composantes principales et assez inattendues. La première? La plus importante, qui représente à peu près les 2/3 de leur patrimoine génétique, environ 63-64%, les rapproche de populations qu'on a trouvées bien plus tard et surtout bien plus à l'est, les Natoufiens du Levant. Les Natoufiens. Ce sont bien ceux qu'on associe au début de l'agriculture au Proche-Orient. Exactement. Ce sont ces sociétés du Proche-Orient qui, quelques milliers d'années après les Ibéro-Maurisiens de Taforalt, vont faire les premiers pas vers la sédentarisation et l'agriculture. Trouver un lien génétique aussi fort et aussi ancien entre l'Afrique du Nord et le Levant, c'était une vraie surprise. Un lien est-ouest à très longue distance, donc. Et la deuxième composante? L'autre tiers de leur génome, environ 36-37%, les relie cette fois à l'Afrique subsaharienne. Plus précisément, cet ADN montre des affinités particulières avec les populations actuelles d'Afrique de l'Ouest. Donc, si je résume, un gros morceau d'origine proche-orientale ancienne, un bon tiers d'origine subsaharienne ouest-africaine et quasiment rien d'européen.
L'image qui se dessine, c'est une Afrique du Nord qui est une sorte de creuset. C'est tout à fait ça. Une zone de contact, de mélange, un carrefour incroyable entre des populations venues de l'Est, le Levant, et du Sud, Afrique subsaharienne. L'Afrique du Nord, à cette époque, apparaît beaucoup plus connectée aux grands mouvements de population à l'intérieur de l'Afrique et vers le Proche-Orient qu'on ne le pensait. Et beaucoup plus isolée de l'Europe, juste en face, paradoxalement. Exactement. La Méditerranée occidentale semble avoir été une barrière génétique bien plus efficace qu'on ne l'imaginait. Et il y a même cette petite touche d'ADN de Néandertal trouvée chez eux, alors que Néandertal n'a jamais mis les pieds en Afrique. Comment on explique ça? C'est une autre pièce du puzzle très intéressante. Oui, les Ibéro-Mauriciens Taferalt portent une petite signature génétique néandertalienne, à peu près du même ordre que celle qu'on trouve chez les populations d'Eurasie aujourd'hui, mais qui est absente chez les populations africaines plus anciennes ou restées plus isolées. Donc ça ne peut pas venir d'Afrique? Non. La seule explication logique, c'est que cette signature néandertalienne a été introduite en Afrique du Nord par des migrations de retour en Afrique, ce qu'on appelle le Back to Africa. C'est-à-dire, Des groupes d'Homo sapiens qui étaient sortis d'Afrique il y a très longtemps se seraient mélangés avec Néandertal quelque part en Eurasie, probablement au Proche-Orient ou en Asie, puis certains de leurs descendants, porteurs de cet héritage néandertalien, seraient revenus s'installer en Afrique du Nord. et ce retour se serait fait par où? Pas par Gibraltar, si la génétique dit que ça ne passait pas. Logiquement par la voie terrestre, par l'Est, via le Sinaï, l'Égypte, ce qui colle d'ailleurs parfaitement avec le lien génétique très fort qu'on a trouvé avec le Levant. Ça renforce l'idée que les grandes connexions de l'Afrique du Nord à cette époque se faisaient par l'Est, et non par l'Ouest méditerranéen. C'est fascinant comme tout s'emboîte. Oui, mais il faut rester prudent, bien sûr. Notre connaissance de l'histoire génétique de l'Afrique est encore très incomplète, surtout pour les périodes aussi anciennes, avant 15 000 ans. Il y a encore d'énormes zones d'ombre. Bien sûr. Alors, pour finir ce long voyage dans le temps, qu'est-ce qu'il advient de ces populations ibéro-mauriciennes à la fin du Paléolithique, quand le climat change avec l'Holocène? Eh bien, avec le début de l'Holocène, vers 10 000, 9 000 ans avant notre ère, on voit une sorte de divergence s'opérer au Maghreb. Une séparation. Oui, à l'ouest, c'est-à-dire au Maroc et dans l'ouest de l'Algérie, les traditions qui descendent de l'ibéro-maurusien semblent évoluer sur place assez progressivement. Elles vont ensuite intégrer, plus tard, les nouveautés du néolithique, l'agriculture, l'élevage, qui arriveront probablement par diffusion ou par adoption, mais sur ce fond de population locale. Et à l'Est? En Tunisie, dans l'Est algérien, Là, c'est différent. Dans cette région où l'ibéro-maurusien était moins présent, on voit émerger et se développer une autre culture, très distincte, le capsien, avec d'autres types d'outils et ces fameuses escargotières géantes. C'est comme si le Maghreb se coupait en deux sphères culturelles. ce qui expliquerait pourquoi l'ibéro-maurusien était déjà rare en Tunisie auparavant. C'est une explication possible, oui, une sorte de frontière culturelle qui se dessine. Si on devait faire une synthèse rapide, un bilan de ce que l'ibéro-maurusien nous apprend aujourd'hui, Je dirais qu'on retient l'image d'une culture nord-africaine vraiment originale, très dynamique et beaucoup plus complexe qu'on ne le pensait il y a encore quelques décennies. originale et innovante. Oui, technologiquement avancée, avec cette maîtrise des microlithes, du travail de l'os, socialement complexe comme le montrent les rites funéraires de Taforalt, cette pratique de l'avulsion dentaire, ou même cette incroyable trépanation réussie. Adaptée aussi à son environnement. Très adaptée, avec cette révolution alimentaire basée sur les plantes et les escargots, même si ça a eu des conséquences inattendues sur leur santé dentaire. Et enfin, des origines et des connexions totalement repensées. Absolument, des origines génétiques qui nous montrent une Afrique du Nord connectée aux grands courants de peuplement du continent et du Proche-Orient, mais en même temps clairement séparée de l'Europe juste à côté. Une histoire propre, en quelque sorte. On voit bien que les recherches récentes, surtout celles menées au Maroc comme à Taforalt, ont été absolument cruciales pour bousculer les anciens schémas. Elles l'ont été, et elles continuent de l'être. Chaque nouvelle fouille, chaque nouvelle analyse apporte son lot de découvertes et affine notre compréhension. C'est un domaine en pleine effervescence. Bon, eh bien, merci beaucoup pour cet éclairage passionnant. Pour terminer, peut-être une petite question pour laisser matière à réflexion. Volontiers. Cette séparation génétique si nette avec l'Ibérie, malgré les 14 petits kilomètres du détroit, qui contraste si fort avec les liens vers le Levant ou l'Afrique de l'Ouest, si lointain, qu'est-ce que ça nous dit finalement sur ce qui faisait barrière ou au contraire ce qui permettait les contacts au Paléolithique supérieur? Est-ce que le détroit de Gibraltar était une barrière plus culturelle,
technologique peut-être, liée aux capacités de navigation de l'époque, voire même psychologique qu'une simple barrière physique infranchissable? C'est une excellente question. La mer comme frontière mentale plus que physique. Ça mérite réflexion, en effet. Voilà une pensée à emporter avec soi. Merci encore. Merci à vous.